Dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du crédit, stratégie, fixed income pour naviguer en 2026. Nous en parlons avec Stanislas de Baliancourt, qui est le directeur adjoint des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'évoquer avec nous les perspectives 2026 pour cet univers du crédit. Je reviens juste quelques épisodes en arrière. 2023-2024, le crédit sort des performances exceptionnelles. Je crois que c'était même imbattable en termes de performance rapportée à la volatilité. 2025 a été encore une très bonne année pour le crédit, donc 3 à la suite, avec toujours ce phénomène de compression de spread, des écarts de primes de risque qui ont atteint peut-être des niveaux historiquement bas au terme de l'année 2025. La question étant, comment est-ce qu'on gère dans un univers crédit en 2026 qui s'est quand même considérablement renchéri depuis 3 ans? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a passé, même si on prend un peu plus de recul, 10 ans, la décennie 2012-2022, avec des taux extrêmement bas, voire même négatifs, qui ont terminé en 2022 par cette explosion à la hausse des taux et des spreads de crédit, ce qui fait que ça a fait une opportunité extraordinaire. D'une génération, comme on a dit. Oh, je sais pas. Le point d'entrée d'une génération. D'une dizaine, j'espère pas d'une génération. D'accord, d'une décennie. D'une décennie. Voilà, début 2023. Et je pense que depuis 3 ans, ça a tout à fait bénéficié aux performances. Et d'ailleurs, les investisseurs sont largement revenus dans le crédit. Nous, on l'a vu chez Sycomore, au travers soit de nos fonds historiques, soit des fonds datés Sycohild qu'on a refait entre-temps. La bonne nouvelle, c'est que c'était pas seulement une opportunité qui est née en 2023 et qui aurait duré 3 ans. Il y a un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, restent très porteurs, très favorables au fixed income et en particulier au crédit. On a à la fois de la pente dans la courbe des taux, puisque les taux courts se sont fortement rétractés avec les banques centrales. La BCE a coupé les taux de 4% à 2%. En revanche, les taux longs, avec la défiance sur les obligations d'État, et en particulier au-delà de 10 ans, sont restés relativement élevés. Donc cette pente, structurellement, elle rend le marché obligataire plutôt attractif, notamment pour les maturités intermédiaires, ce qui permet de bénéficier à la fois du portage et d'un effet de roll-down, c'est-à-dire chaque année on se rapproche, on se monétarise, donc on a un petit effet de baisse des taux qui vient améliorer la performance. Donc ça, structurellement, c'est positif. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même l'énorme challenge, notamment sur les obligations d'État. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des situations budgétaires qui, à peu près partout dans le monde, sont plutôt dégradées et qui ont fait aussi l'appétit ou le succès pour les obligations d'entreprise, qui, elles, depuis plusieurs années, ont plutôt eu un environnement économique, on va dire, correct, qui ont eu des performances en termes de résultats micro tout à fait satisfaisants, ce qui fait qu'on a eu des taux de défaut assez bas. On a également, mais ça c'est un peu, ça regarde vers l'arrière, mais si on regarde vers l'avant, on a aujourd'hui un ratio d'entreprise un petit peu stressé qui est très faible. En fait, c'est finalement ce qui est un indicateur des défauts futurs. Et donc, certes, on a des spreads de crédit qui se sont plutôt resserrés au cours des 3 dernières années, mais en fait, ça a uniquement reflété cet environnement longtemps, tout à fait amélioré pour les entreprises. Ça coïncide avec des fondamentaux réels, si je puis dire. Et sur des aspects plus techniques, une demande assez importante des investisseurs, parce que on a un report un petit peu progressif, un peu moins d'obligations d'État, un petit peu plus d'investment grade, et puis même un peu plus de crossover ou de high yield, en descendant dans les notations pour venir chercher un petit peu plus de rendement. Le risque a changé de camp. L'obligation la moins risquée, parfois, est perçue comme étant l'obligation d'entreprise que l'obligation d'État. Le sans risque se questionne aujourd'hui. C'est intéressant aussi, on a pu expliquer, alors là, il faut rentrer dans la mécanique de construction des indices, mais il y a une amélioration aussi de la qualité des indices crédit. C'est toujours important de regarder les indices. Les gestions sont souvent benchmarkées, même quand elles ne le sont pas, on regarde quand même l'indice de comparaison. En effet, c'est un point qui est très intéressant. Les indices de crédit, ils n'ont pas la même construction que les indices actions. Déjà, pour commencer, c'est les sociétés les plus endettées qui ont les poids les plus importants. C'est pas forcément celles qu'on a le plus envie de détenir. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en fixed income ou en gestion obligataire, on va dire au sens large, la gestion active enregistre encore de très bonnes performances. Et donc, le challenge des ETF et de la gestion passive est beaucoup moins présent. Et les gérants actifs continuent à battre les benchmarks, à présenter une vraie valeur ajoutée pour les investisseurs. Et on n'a pas du tout aujourd'hui vraiment la lame de fond qu'on retrouve sur la gestion action avec les gestions ETF benchmarkées low cost. Donc là, on arrive vraiment à faire quelque chose en gestion active. Le deuxième point, c'est que souvent, ça c'est la question, elle est plutôt au travers des spreads de crédit. On dit aujourd'hui, on est plus bas que les moyennes historiques
sur 10 ans ou sur 15 ans ou sur 20 ans, notamment en high yield, donc les notations en dessous de triple B à partir de WB+. Ce qui est vrai, mais la seule chose, c'est que si on regarde en 2009, 2010, 2011, on avait uniquement 40% du high yield qui était WB. Aujourd'hui, c'est 67%. Donc on voit bien qu'au sein de l'indice, on va dire la qualité... la meilleure qualité du high yield. La qualité moyenne intrinsèque dans ces marchés-là a plutôt monté. Et le deuxième point, c'est qu'on a depuis 5 ans, chaque année, plus de ce qu'on appelle les rising stars, c'est les entreprises qui passent de high yield à investment grade, que de fallen angel dans l'autre sens. Donc ça montre aussi que dans un environnement économique quand même assez difficile, on va dire, pour les entreprises, on a une certaine prudence et donc on va plutôt venir tendanciellement améliorer un petit peu les bilans et prendre un petit peu moins de risques. Il y a une discipline financière qui s'est installée. Tout à fait, de la part des directeurs financiers. Le monde de polycrise, comme on dit. Qu'est-ce que l'IA peut amener comme bouleversement dans ces marchés de crédit, puisque l'IA devient un sujet crédit, un sujet de dette pour les entreprises qui financent et qui participent à la construction de l'IA. Tout à fait. Je pense qu'il y a un point, enfin, c'est pas l'IA en tant que gestion, là, le sujet. Le sujet, c'est les énormes capex qui sont nécessités pour faire les data centers, l'IA, tous ces hyperscalers. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que jusqu'en 2025, jusqu'à mi-2025 environ, tous ces énormes capex étaient fundés par les free cash flow générés par les entreprises. Depuis, les besoins sont tellement importants qu'elles commencent à s'endetter. Comme c'est des entreprises très rentables et peu endettées, elles ont globalement, ces entreprises américaines, des ratings élevés. En revanche, les montants de dette émis sont très importants aujourd'hui. Et on voit parfois que sur le crédit, ou pour le coup, quand on prête à Oracle à 7, 10 ou 15 ans, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Et on voit qu'il y a un traitement un petit peu différencié en fonction de l'entreprise entre la partie action et la partie crédit. Parfois, la partie crédit est plus prudente. Donc ça, c'est un point qui est toujours intéressant à noter dans l'analyse. Le deuxième point, c'est que quand on voit les capex annoncés, et on l'a vu avec Google cette semaine, et ce méga deal, notamment, il y a eu une tranche petite, mais à 100 ans en livres sterling. Donc c'est toujours assez intéressant. Peut-être que ça donne la vue de Google à 100 ans sur la valeur de la livre. Oui, c'est ça. À l'avenir, c'est pas forcément très positif. Mais le point qui est intéressant, c'est de dire, voilà, si tous réalisent peut-être la moitié des capex par financement de dette, on va avoir énormément d'émissions sur le secteur. Certes, investment grade, mais ça peut techniquement amener un peu d'écartement de spread. Aujourd'hui, c'est principalement aux États-Unis, mais on pourra avoir des émissions de type reverse Yankee, c'est-à-dire en fait des entreprises américaines qui viennent sourcer en partie dans l'épargne européenne pour ces deals-là. Et ça, pour nous, c'est pas forcément un risque de marché, c'est plutôt un risque de liquidité et surtout finalement de flux de papier très important qui amènerait à une forme d'écartement technique des spreads par une suroffre temporaire dans un secteur. Et il y a un deuxième point, c'est que si l'une d'entre elles, mais on parle à 5 ou à 10 ans, et parce qu'il y en aura, on le sait très bien, des accidents, venait aussi sur ces tailles d'émissions à sortir de l'investment grade pour redescendre de la yield. Là, en fait, on arrive sur des tailles d'émissions qui sont quasiment comme quand les souverains font leur programme d'émission. Les appels de marché correspondant à des États. Exactement. Donc, il faut être... je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un risque ni pour 2026, ni pour 2027, mais il faut faire assez attention, surtout sur les tailles qui vont être mises. Et donc, il faut regarder ça avec beaucoup de discernement. En tout cas, pour l'instant, la demande est là. Alors, c'est du Google, c'est une qualité incroyable et ça vaut les États, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le premier trimestre va être, j'imagine, très dynamique en matière d'émissions primaires, souverains et corporate confondus. Janvier a été un mois très élevé, parce que les spreads étaient bas, la liquidité était là, il n'y avait pas d'accident de marché. Et personne n'a envie trop d'attendre non plus pour émettre quand on a ces conditions-là. Pour toute la partie hyperscaler et capex à fenêtre, ça va se faire tout au long de l'année et ça va même se faire sur plusieurs années. Donc là, il y a toujours un peu un effet calendaire en janvier où tout le monde veut placer ses deals en début d'année quand la liquidité est là, mais ça va se prolonger tout au long de l'année et même dans les années à venir. Bon. Stratégie, si je reviens à la question de départ, effectivement, comment on aborde 2026, avec quelle ligne stratégique en tête pour conduire des fonds ou des portefeuilles de crédit. Alors, pour nous, il y a être très sélectif parce que les spreads sont quand même resserrés. Donc, il faut faire très attention dans la sélection qu'on fait des obligations, des entreprises, des émetteurs qu'on choisit. La deuxième chose, c'est qu'avec la pente de la courbe, il y a un intérêt et une pertinence à prendre un petit peu plus de duration, être plutôt sur 5-7 ans que sur 3-5 ans. C'est aussi pour ça qu'au bout de 3 ans, enfin à peine plus de 3 ans, notre fonds Sico Yield 2026, qui avait largement dépassé les rendements qu'on anticipait au départ, ce qui est quand même rare dans les fonds datés,
on l'a mis en commun avec le fonds 2032 en disant voilà, on a obtenu cette performance. Okay. Aujourd'hui, avec des taux courts plus bas, il est quasi monétarisé, avec du coup un rendement attendu pour ces derniers mois très faible. Et en revanche, avec cette pente, plus on se projette loin, plus on va avoir la possibilité d'avoir des rendements attractifs sur le futur. Et ça, pour nous, donc la formule fondatée, ça reste un schéma pertinent. En fait, la formule fondatée, elle donne une lisibilité sur ce qu'on peut attendre. C'est vrai que toute la partie des investisseurs institutionnels avec qui on travaille, on va davantage travailler sur nos fonds classiques obligataires non datés, puisque eux, ils ont des benchmarks, il y a la recherche finalement d'un investissement permanent. En revanche, l'avantage des fonds datés, c'est la lisibilité et la clarté de la promesse et de ce qu'on peut attendre en termes de performance sur une échéance de temps qui soit visible. Ça va être soit 2030, soit 2032, donc 3-4 ans ou 5-6 ans. Donc quelque chose qui, dans l'épargne, correspond bien à ce qui est recherché pour construire des portefeuilles. Et vous dites là, en allant chercher juste un peu de duration en plus dans l'univers crédit corporate, tout à fait. On trouve des performances qui sont encore intéressantes. Sur avec la pente de la courbe, en rallongeant de 2 ans, de 30 à 32, un type de portefeuille équivalent, on va gagner environ 0,5% de rendement en plus. Mais on va aussi bénéficier d'un deuxième aspect assez positif pour nous, c'est le marché primaire. Aujourd'hui, quand les entreprises viennent, nous sommes en 2026, c'est du 5-7 ans, donc 5 ans c'est 2031, 7 ans c'est 2033, donc avec un fonds de 2032, vous pouvez participer au primaire. Tout à fait, du 2031, du 2032 comme du 2033. Et ça pour nous c'est très attractif parce qu'aujourd'hui, souvent dans ces émissions, on va avoir une prime d'émission, donc une obligation un peu plus attractive que celle qui existe déjà pour amener les investisseurs dessus. Et donc c'est aussi tout le jeu et je pense tout l'intérêt dans cette année de 2026 pour ces fonds orientés sur 2032. Merci beaucoup Stanislas. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur la situation du crédit au démarrage de cette année 2026 et les stratégies que vous proposez, que vous mettez en œuvre pour cet univers de fixed income, comme on dit. Stanislas de Baliancourt, directeur adjoint des investissements de Sycomore Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.